Donc en fait, c'est vrai que le sommeil, c'est une thématique qui est très large, qui pourrait être développée en tellement de webinaires différents, vu que, il y a tellement de sujets qui peuvent être abordés. Donc la question, ça va être par quel axe on aborde cette partie-là et du coup, qu'est-ce qui pourra vous être utile du coup dans votre pratique. Donc sur le sommeil, ce que j'ai décidé de voir avec vous et ce qu'on a décidé de développer, alors n'hésitez pas à couper les caméras, du coup le webinaire il va être filmé. Donc par exemple, Madame Moreau, n'hésitez pas à couper la caméra, sinon du coup vous allez être sur l'enregistrement. Donc, je vous disais donc, sur le sommeil. Donc, il y a tellement de choses à voir sur le sommeil. On peut tellement l'aborder de façon différente avec les bénéficiaires, ou du coup, là, c'est vraiment l'axe intervenant du domicile. Donc, du coup, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, si le PowerPoint fait bien défiler. Alors, attendez voir. Je regarde. Une fois que ce sera parti, ce sera bon. Voilà. Pourquoi sensibiliser? C'est de se dire, voilà, le but dans ce webinaire-là, c'est de sensibiliser sur euh, quel repérage faire pour les intervenants de domicile et une fois qu'ils ont repéré, comment orienter et quelles solutions proposer, quels conseils partager. Donc en fait, aujourd'hui, on va avoir avec nous Benoît Germano, qui est du coup un porteur de solutions qui a été soutenu par Vivalab. Donc, en tant qu'innovation, du coup, c'était sur cette année. Il pourra, du coup, l'expliquer davantage. Et donc, qui nous permettra d'échanger aussi sur les solutions, on va dire, concrètes, numériques et autres en dernière partie. Voilà. Je vous Bonjour tout laisserai le se monde. présenter. Donc, pour revenir au webinaire, c'était de se dire, les intervenants à domicile, quels déjà repères essentiels sur le sommeil ils leur transmettent. Ça fait partie du coup, voilà, de pouvoir avoir ces repères-là. Euh, et d'être informé sur les troubles fréquents. Et du coup, si je suis informée sur les troubles fréquents, je sais quels peuvent être les repères. Et du coup, je peux informer la personne sur l'orientation à prendre. Est-ce qu'il faut que j'aille voir un médecin? Est-ce que je fasse un bilan? Mais voilà, c'est vraiment informer pour pouvoir repérer. Les éléments perturbateurs du sommeil, en fait, c'est les éléments de l'environnement, c'est les habitudes de vie. Donc, qu'est-ce que moi, en tant qu'intervenant du domicile, je peux repérer et qu'est-ce que, du coup, je peux partager en bonne pratique directement et puis en solutions existantes. Donc, c'est vraiment ces points-là qu'on veut aborder avec vous. Euh, et donc, je voulais commencer avec vous, déjà par vous poser quelques questions qui peuvent être réutilisées auprès des intervenants à domicile. Le but, c'était de se dire, ben voilà, le fichier que vous aurez à la fin, c'est une fiche un peu de repérage qui reprend tous les éléments du webinaire, mais ça ne reprend pas les éléments, par exemple, sur l'évolution du sommeil, sur les caractéristiques euh, de la première partie. Donc, l'idéal, c'est de se dire, bah, du coup, pour les intervenants à domicile, d'avoir une partie information avec le replay en webinaire et du coup d'avoir la fiche pratique qui reprend tous les éléments et qui peut servir vraiment dans la pratique professionnelle après. Voilà. Donc déjà, un vrai faux. Pour être en bonne santé, nous devons dormir à environ 7 heures par jour. C'est du coup voilà, une question un peu sur les repères, quels sont-ils? En fait, ça dépend vraiment des personnes. En partie, oui, on va dire que pour la majorité, c'est une réalité. Mais du coup, on est déjà entre 7 heures et 9 heures. Donc, du coup, ça représente déjà 2 heures de décalage. Donc, voilà, mais la majorité des personnes, ce sera dans cette tranche-là. Mais ensuite, il y a aussi des courts dormeurs et il y a aussi des longs dormeurs. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que la durée idéale d'une nuit, en fait, ça dépend de notre sentiment d'être en forme et ça dépend du lendemain et des activités qu'on réalise et de notre ressenti. Donc, effectivement, il y a des données entre 7 et 9, mais on n'est pas tous égaux. Et en fonction de notre génotype, on va avoir des besoins différents. C'est vraiment aussi avoir en tête qu'on a des besoins spécifiques et du coup de les prendre en compte. C'est normal qu'une personne de plus de 70 ans ait un sommeil plus haché. Donc ça, c'est une question qui permet aussi d'aborder effectivement la notion du coup d'évolution du sommeil parce que c'est vrai. Le sommeil, en fait, à partir dès 50 ans, en fait, peut évoluer
Et donc, en fait, il faut pouvoir le prendre en compte. Il faut avoir ces données-là en tant que senior pour savoir ce qui peut relever, en tout cas, de l'évolution liée à l'âge et puis de d'autres éléments perturbateurs qui sont aussi importants à prendre en compte et qu'il ne faut pas oublier. Il y a aussi les facteurs extérieurs qui jouent sur le sommeil. Donc voilà, c'est vrai, mais il n'y a pas que l'évolution du sommeil qui peut jouer sur, du coup, le fait d'avoir un sommeil plus âgé. Le sommeil des personnes âgées est plus léger car les besoins biologiques diminuent. Est-ce que, du coup, en vieillissant, on a moins besoin de dormir? En fait, on a les mêmes besoins, sauf que, du coup, la modification du sommeil va faire que, du coup, on peut dormir un peu moins. On va avoir des problèmes de santé qui s'ajoutent et qui peuvent perturber, des facteurs environnementaux. Donc, en fait, on n'a pas moins besoin de dormir, mais du coup, potentiellement, ça peut évoluer avec l'âge. Donc, il faut avoir en compte cette évolution-là. Il faut prendre en compte ces facteurs environnementaux-là pour pouvoir accompagner le sommeil chez les seniors. Et donc, c'est un peu ces éléments-là qu'on va voir du coup pendant le webinaire. Les enjeux du sommeil pour la santé. Donc, effectivement, on sait qu'il y a énormément d'ateliers sur la prévention. Il y a beaucoup d'accompagnement, des bilans, donc c'est ce que les solutions, on va les voir. Mais c'est de se dire, voilà, pourquoi c'est tant en enjeu? En fait, toutes les études maintenant, du coup, montrent que on parle en fait de dormir pour récupérer. Donc, effectivement, il y a une récupération, mais c'est une récupération pas juste le musculaire, se reposer. C'est vraiment beaucoup plus élargie et notamment, on parle aussi de la réorganisation neuronale euh, qui permet aussi euh, du coup de pouvoir s'adapter à notre quotidien, de pouvoir réagir, réorganiser notre cerveau. Et puis en fait, euh, dans toute cette question en fait au niveau du cerveau, on va avoir le métabolisme qui va être réalisé la nuit, qui va améliorer les sécrétions hormonales, qui va permettre les régénérations cellulaires. Et du coup, il y a énormément de choses qui jouent au niveau cérébral la nuit et avec une partie du coup du renforcement du système immunitaire. Si on prend des exemples concrets, on parle de régénération cellulaire, ça veut dire que la nuit, le sommeil facilite la cicatrisation. D'avoir un bon sommeil va faciliter la cicatrisation. Ensuite, on parle de la régulation de certaines fonctions du coup métaboliques et notamment du coup ça va jouer aussi sur le métabolisme et la glycémie. Donc ça peut être du coup l'une des conséquences et des risques du coup si le sommeil du coup est perturbé. On a aussi le sommeil qui favorise un bon fonctionnement du métabolisme et du coup la température corporelle elle dépend de ce métabolisme-là. On le ressent nous aussi quand on est fatigué, on a tendance à dire le lendemain je ressens, j'ai froid ou je suis moins bien. Du coup, effectivement, ça joue, mais c'est une question de métabolisme. Sur le renforcement immunitaire, du coup, c'est de se dire aussi que le manque de sommeil il multiplie par 4 le risque d'attraper un rhume. Donc, ça permet vraiment d'avoir aussi une image très concrète. Et du coup, des nuits de moins de 6 heures augmentent le risque de diabète de type 2 de 28%. Donc, c'est pour montrer, du coup, entre le renforcement immunitaire, entre le métabolisme, entre la régénération cellulaire, effectivement, il y a vraiment des gros enjeux au niveau de la récupération physique. Et ensuite, il y a le côté santé mentale. Le fait, du coup, d'avoir un bon sommeil va prévenir les risques de troubles psychiques, va de réguler l'humeur ou les émotions, on le sent nous-mêmes. Hein. Si on a mal dormi, on va sentir qu'on on est potentiellement plus anxieux face à des situations. On peut être aussi effectivement plus stressé. On peut être plus à fleur de peau. Donc, il y a vraiment toute cette notion aussi de régulation au niveau du psychique. Et puis, le sommeil améliore également la mémorisation. Donc, il y a vraiment tous ces enjeux-là à avoir en tête parce que, et du coup, ça devient vraiment un élément à prendre en compte pour la prévention. Et donc, au quotidien, on va pouvoir du coup avoir des risques au niveau de la concentration, de l'humeur, et donc il y a une augmentation des risques d'accidents et de chutes. Et puis sur la santé en tant que telle, on peut avoir du coup une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, d'obésité et puis de diabète et de cancer. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment toute une partie maintenant qui est développée autour de la prévention et qui du coup
les éléments du webinaire vous permettra du coup d'avoir, pour les intervenants à domicile, cette partie d'information pouvant prévenir et informer sur les troubles du sommeil. Donc la première partie, on a vu effectivement le sommeil, il évolue, mais du coup il évolue en quoi? La durée du sommeil. Donc, en fait, on a un temps de sommeil qui diminue un petit peu et qui passe un peu sous les 7 heures. Donc, ça se joue aussi sur différentes choses. Il y a l'architecture du sommeil qui se modifie. En fait, le sommeil profond, il a tendance à se réduire avec l'âge. Donc, ça veut dire qu'on a un sommeil un petit peu plus léger. Et du coup, on va être plus sujet au réveil, avec des périodes de latence. En fait, nous, on va dire, les adultes, on a un sommeil où en fait on a des petites périodes de latence où on peut être sujet à se réveiller, mais on enchaîne directement sur un nouveau cycle. Et en fait, ça va être ces zones de latence aussi qui peuvent être du coup un peu plus fréquentes et qui peut, avec un sommeil un peu plus léger, du coup entraîner des réveils. Donc on a l'impression de très mal dormir, de se réveiller régulièrement, mais en fait ça fait partie effectivement de cette architecture du sommeil qui est un petit peu modifiée. Donc, s'il y a des facteurs environnementaux tels que du bruit ou des éléments supplémentaires, bah, du coup, potentiellement, vu que le sommeil est un petit peu plus léger, eh bien, du coup, je vais réagir plus à ces facteurs environnementaux extérieurs et mon sommeil va être d'autant plus perturbé. Donc, c'est ces éléments-là qu'on va voir par la suite. Le rythme circadien, donc c'est l'horloge biologique qui se décale un peu. On a des personnes qui peuvent s'endormir un peu plus tôt. Et du coup qui vont aussi se réveiller un peu plus tôt. Donc il y a un besoin accru aussi de sieste diurne qui peut se majorer et donc ça peut aussi perturber ce rythme circadien. Donc ce qu'on va voir aussi dans les éléments à prendre en compte, c'est quels sont les éléments dans mon quotidien qui peuvent favoriser le rythme circadien et du coup remettre un rythme plus adapté pour avoir une phase d'endormissement plus facile et puis du coup moins de réveil dans la nuit. Donc avec l'âge aussi, on a la production hormonale qui peut évoluer, le métabolisme se fait du coup de façon euh, naturellement légèrement diminué et du coup ça rend l'endormissement parfois un peu plus compliqué. Donc c'est à prendre en compte parce qu'on se dit, bah voilà, l'endormissement il est un petit peu plus compliqué, du coup il faut que je mette mon environnement, mes habitudes de vie, il faut qu'elles soient le plus adaptées possible pour aller en faveur de cet endormissement-là. Donc c'est ce qu'on va voir aussi dans les conseils à apporter pratiques. Qu'est-ce qui favorise l'endormissement? C'est important que les seniors aient ces notions-là en tête d'évolution du sommeil parce que du coup, ce n'est pas un problème de trouble du sommeil en tant que tel, c'est-à-dire c'est pas des insomnies ou en tout cas ça peut être, il peut y avoir les deux, mais c'est important qu'il l'ait en tête pour savoir qu'on peut avoir des conseils pratiques qui peuvent correspondre pour essayer du coup de jouer sur ces éléments-là. Et c'est là-dedans, du coup, que nous allons voir les conseils pratiques en deuxième partie. Donc, les principaux troubles du sommeil. On a du coup l'insomnie. En fait, il n'existe pas une insomnie, mais des insomnies. En fait, déjà, on peut parler d'une insomnie ponctuelle, c'est-à-dire, bah, par exemple, j'ai des soucis, je vais avoir du mal à dormir ou je vais me réveiller, mais du coup, c'est ponctuel, on ne parle pas d'insomnie chronique. Quand on parle d'insomnie chronique, c'est plus de 3 fois par semaine et depuis plus de 3 mois. Donc, du coup, effectivement, il y a différents types. Et puis, en plus, l'insomnie, elle peut se caractériser par des difficultés d'endormissement, par des réveils nocturnes, par des sensations de sommeil non récupérateurs. Donc, il y a vraiment, du coup, des façons différentes de l'appréhender. L'apnée du sommeil, en fait, elle concerne 30% des plus de 65 ans, d'après du coup le site d'Amélie.fr. Donc l'apnée du sommeil est un trouble respiratoire dont la fréquence, elle augmente avec l'âge, le surpoids et du coup, a fortiori, du coup, l'obésité. Donc ces signes d'apnée du sommeil, le ronflement intense et régulier, bah, après ça peut être du coup rapporté par le bénéficiaire. Et puis du coup, ça va être de pouvoir repérer ces éléments qui correspondent à des signes d'apnée du sommeil. Les maux de tête, la somnolence la journée, une envie, la personne qui dit je me lève beaucoup la nuit pour aller uriner. Ça va être des éléments du coup
à avoir en tête pour du coup informer la personne si dans les échanges avec le bénéficiaire on en entend parler. Donc ça va faire partie de la fiche de repérage. Les parasomnies et troubles moteurs, donc là, c'est le syndrome des jambes sans repos et du coup, c'est les syndromes aussi périodiques des membres inférieurs. Donc, du coup, ça va être des personnes qui ont des sensations de devoir bouger, qui peuvent avoir des sensations de picotement un peu au niveau des jambes. Donc, ça, c'est repris dans la fiche de repérage aussi, les éléments qui correspondent à ce syndrome pour avoir les éléments en tête et dont je puisse les, les repérer si la personne, du coup, parle de ces éléments-là. Donc l'insomnie, il faut savoir du coup, elle a souvent une cause sous-jacente. Donc soit une pathologie, soit l'état émotionnel actuel, soit un trouble dépressif anxieux, ou du coup une appréhension du sommeil et donc une mise en place d'associations mentales défavorables et des ruminations. Donc ça fait partie des choses qui peuvent jouer sur les troubles du sommeil et du coup sur l'insomnie. Donc il faut connaître ces causes pour dire aux bénéficiaires, bah, par exemple, voilà, effectivement, en ce moment, je me sens stressée, ou mais c'est normal, ça peut jouer aussi sur votre sommeil. Et donc ça permet de l'avoir en tête, de pouvoir orienter potentiellement aussi sur le médecin et en même temps de donner les conseils de bonne pratique dans le quotidien que l'on verra par la suite. Et justement, donc, ces facteurs environnementaux et la prise de produits défavorables, il faut connaître ces éléments-là pour orienter, repérer et conseiller. Donc, on a toujours une partie d'orientation sur le médecin ou sur des centres de prévention, centres de sommeil, et une partie de bonne pratique aussi à transmettre directement. Donc, voilà, tout se fait en parallèle et c'est important du coup d'accompagner le bénéficiaire sur les différents éléments. Le repérage et orientation. Donc, dans les signes d'alerte, on a vu plainte répétée concernant le sommeil. J'ai du mal à dormir, voilà. Donc, on sait déjà qu'il y a une plainte de sommeil. Plainte de maux de tête au réveil. Ça, du coup, effectivement, ça fait partie des signes d'alerte. On peut le rallier, du coup, à l'apnée du sommeil. Ronflement important ou pause respiratoire. Ça, on ne va pas forcément le savoir directement, sauf si la personne en parle ou le conjoint. Mais du coup, voilà, ça fait partie, effectivement. Si on entend parler de quelqu'un qui a ce type de ronflement, ça peut être un signe vraiment d'apnée du sommeil. Donc, ça fait partie des signes d'alerte. La plainte de sensation au niveau des jambes qui empêche de dormir. Je sens que j'ai besoin de bouger. Et bien, du coup, ça peut être un syndrome des jambes sans repos. Et donc là, il va falloir aussi faire le point avec le médecin. La somnolence diurne excessive, donc c'est effectivement, je vois la personne qui s'endort régulièrement à table ou pendant que je suis là. Donc ça, c'est vraiment des signes à prendre en compte, ainsi que l'irritabilité, les changements d'humeur. Donc en fait, tous ces signes-là, avec la difficulté de concentration et puis l'augmentation du coup dans le quotidien des chutes, des accidents, enfin en gros il faut prendre tous ces signes en compte et les rattacher ensuite à l'orientation et du coup au conseil pratique. Donc l'observation, l'écoute, conseil, c'est les trois choses. C'est-à-dire j'observe l'environnement, j'écoute les bénéficiaires et je donne des conseils. Et donc concrètement, en fait, dans les éléments favorables et défavorables, on va parler de l'environnement, on va parler de l'éclairage et de la luminosité, et puis de l'hygiène de vie et des habitudes de vie. C'est les 4 éléments qu'il va falloir prendre en compte et dont en fait, les intervenants à domicile vont pouvoir transmettre des conseils. Ça va permettre de pouvoir jouer sur le rythme circadien et ainsi, du coup, d'améliorer l'architecture du sommeil avec... Enfin, c'est pas améliorer l'architecture du sommeil, mais c'est plutôt jouer sur les facteurs euh, qui peuvent faciliter les réveils, par exemple, et puis du coup de pouvoir jouer aussi sur les éléments qui vont améliorer la production hormonale. Donc voilà, c'est vraiment les différents éléments qui amènent vers ces éléments de régulation. Donc là, je vous propose un petit jeu des 6 erreurs, je vous laisse regarder. Donc en fait, c'est de devoir repérer les éléments de l'environnement, là dans la chambre, qui sont des éléments défavorables au sommeil. Donc, je vous laisse regarder un peu, et puis on va les reprendre ensemble. Donc,
Ça peut être vraiment un support concret à utiliser avec les équipes, avec les intervenants à domicile pour du coup voilà, identifier, on repère, on échange et ça permet d'un coup d'avoir les premiers éléments sur l'environnement qui peut perturber. Alors, le premier, je ne sais pas si vous avez tous repéré, donc il y a éliminé les sources lumineuses. Donc là, ça représente du coup deux erreurs, c'est-à-dire il y a les rideaux qui restent ouverts. Alors il y a beaucoup de personnes moi, qui me disent qu'ils laissent les fenêtres ouvertes pour du coup aller aux toilettes la nuit. Donc ça évite de devoir allumer la lumière et puis d'avoir cette sensation en fait d'éveil à cause de la lumière. Mais en fait, il y a une source lumineuse extérieure potentielle et en fait, ça peut perturber le sommeil. Donc il faut du coup voilà, dormir dans une obscurité totale. Donc il y a les rideaux et puis il y a aussi tous les appareils qui sont en veille. Ça fait des petites luminosités, mais en fait, ça peut être des éléments perturbateurs en ayant une source lumineuse qui reste allumée. Ensuite, il y a le téléphone et tous les écrans, la lumière bleue avant le sommeil, ça effectivement on en parle énormément. Donc c'est des choses qu'on a plus en tête, mais effectivement de se dire qu'au moment du coucher, on limite les écrans. La température, on préconise une température entre 18 et 20. En fait, le soir, et puis du coup pour l'endormissement et pour dormir, notre température corporelle, elle diminue. Donc, il faut pouvoir favoriser cette diminution de la température corporelle qui va dans le sens du coup d'un bon endormissement. Donc, c'est pour ça, une chambre trop chaude, du coup, C'est jusqu'à va 13 faire heures. qu'on aura un sommeil moins récupérateur. Et si c'est trop froid, également aussi, parce que du coup, on ne va pas être non plus confortable. Voilà. Limiter les excitants après 14 heures. Donc ça, effectivement, c'est pour faciliter aussi l'endormissement et puis la régularité du sommeil. Donc ça va prendre en compte les sodas ou le thé, le café, les choses comme ça. Et puis, alors le chien, pourquoi le chien? En fait, c'est sur la notion de nuisance sonore. On a pu voir que notre sommeil, il est plus léger. On peut se réveiller plus facilement, donc ça va être de se dire tout ce qui va être source de bruit, il va falloir le limiter, ou du coup mettre des boules qui mais on va être plus sujet à tous ces petits éléments perturbateurs-là, dont du coup l'exemple de l'animal de compagnie. Donc on va reprendre en fait les éléments du coup qu'on a vus, donc l'importance de l'éclairage. Donc c'est tout au long de la journée qu'il faut le prendre en compte, cette notion d'importance de l'éclairage, et notamment la lumière naturelle diurne. Il faut s'exposer à la lumière du jour. Ça stimule, en fait, la lumière du jour, elle a beaucoup de luxe et de luxe LUX, et puis de lumière bleue. Du coup, il faut s'exposer pour stimuler l'éveil et faciliter en fait l'installation d'un bon rythme circadien. Donc la journée et surtout le matin, lumière naturelle, dès le matin. Voilà. L'adaptation de l'éclairage. En fait, au fur et à mesure de la journée, je vais pouvoir du coup faire évoluer mon éclairage. Le matin, lumière froide, vive, je me réveille. Le soir, la lumière tamisée. Et du coup, je vous mets un exemple. Là, c'était pour pouvoir voir un exemple. C'est une ampoule connectée. Et en fait, en fonction de l'heure, je vais pouvoir modifier. Si je fais une activité, que c'est la journée, je peux mettre une lumière blanche pour faciliter du coup le fait que je puisse bien voir ce que je fais. Mais je sais que le soir, je peux mettre une lumière tamisée et du coup, ça va faciliter aussi l'arrivée dans la phase d'endormissement et du coup la production de mélatonine. Donc on arrive, on diminue la lumière, on est dans une ambiance plus tamisée pour favoriser ce métabolisme de la mélatonine. Et à l'inverse, on limite les écrans, la lumière surtout bleue, qui inhibe la production de mélatonine, donc qui est l'hormone du sommeil. Donc du coup, voilà, il va falloir chercher du coup sur ces deux éléments-là en fin de journée. Je tamise l'ambiance, j'évite la lumière bleue. Et en fait, ce système-là d'ampoule connectée dont je vous parlais, ça se trouve maintenant partout en grand public, hein, ça se trouve dans les magasins de bricolage, ça se trouve chez Ikea. Donc c'est vraiment des systèmes maintenant qui sont pas chers et puis qui peuvent du coup permettre comme ça d'avoir une évolution de l'adaptation de l'éclairage. Et puis la nuit,
Obscurité complète, on limite les sources lumineuses. Et donc, si c'est la nuit pour aller aux toilettes, ben, je vais fermer mes volets, mais je vais plutôt avoir des lumières qui s'allument à mon passage, des lumières tamisées, parce qu'effectivement, il y a la notion aussi de confort, de ne pas vouloir allumer la lumière, ça s'entend tout à fait, mais du coup, d'avoir des éclairages du coup, adaptés pour la nuit. Au niveau de l'hygiène de vie, l'exposition à la lumière naturelle, on a vu effectivement, c'est important dès le matin pour synchroniser son horloge biologique et le soir, on limite. Moins de 2 heures avant le coucher, on limite les écrans. L'activité physique régulière, donc l'activité physique, on en parle pour tout, c'est-à-dire que ce soit pour la forme physique, mais aussi du coup pour une meilleure alimentation qui est liée et aussi du coup pour le sommeil. Donc, on encourage l'activité physique. Pourquoi moins après 19 heures? Parce qu'on a vu qu'on cherchait plutôt à mettre le corps un peu au repos, à diminuer le côté chaleur corporelle. Du coup, on va être plutôt sur une activité un peu moins après 19 heures. Et du coup, par contre, l'exercice améliore vraiment la qualité du sommeil. C'est montré aussi que d'avoir des interactions sociales, une vie sociale, sortir, améliore aussi la qualité du sommeil. Limitation des excitants, on a pu le voir dans le dessin, effectivement, on limite les sodas, thé, café après 14 heures. Et une alimentation équilibrée, en fait, on le ressent. Si on se fait un gros repas bien lourd, un peu alcoolisé, on sent bien que du coup, on a quand même un sommeil où on a tendance à se réveiller. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est un dîner léger, mais il faut quand même des féculents pour du coup avoir une source d'énergie pour du coup pouvoir avoir quand même toute cette mise en place de notre métabolisme, de tout ce que le corps fait la nuit, mais plutôt sur la notion de sucre lent. On doit rappeler aussi l'importance de la régularité des repas. On a vu toujours le principe de l'horloge biologique, donc c'est important aussi sur la régularité des repas pour favoriser cette mise en place de l'horloge biologique et éviter l'alcool. En fait, on sent que ça facilite l'endormissement, l'alcool, mais par contre, ça perturbe après les cycles de sommeil. Les habitudes de vie favorables. Donc, en fait, la gestion du lit et de l'éveil. On va se dire, en gros, le lit, c'est pour dormir. Donc, tout ce qui va être lecture la journée, sieste, en fait, on ne va pas le faire au niveau du lit, on va le vraiment garder pour la nuit. Et si j'ai des réveils la nuit, et bien, du coup, si j'ai une insomnie, du coup, ça va être de se relever et de pratiquer une activité calme pendant 30 minutes et de retenter s'endormir, de ne pas rester dans son lit à tourner, à attendre, parce que du coup, effectivement, en plus, on peut avoir une notion donc de pensée négative qui va pouvoir se surajouter. Les siestes, on les limite à 20-30 minutes maximum pour ne pas perturber non plus le sommeil nocturne. On peut installer le rituel du soir. Pourquoi? Donc la douche tiède, on a vu qu'on cherche à avoir une température du corps plutôt modérée. Donc on n'est pas sur une douche très chaude, plutôt tiède pour redescendre la température du corps. Au signe de fatigue, il faut accepter du coup de se dire ah j'ai des signes de fatigue, sensation de fraîcheur, bâillement, et bien ça va être le moment où je vais aller me coucher. Parce que si je passe cette phase d'endormissement là, du coup ça va du coup je vais avoir du coup des difficultés après à la retrouver. Régularité des horaires. Pareil, on a parlé régularité des horaires de repas. Là, ça va être pareil, les horaires de coucher, de lever. On essaye du coup d'être régulier aussi sur ces phases-là pour pouvoir du coup réguler aussi mon horloge biologique. Et puis, on est sur des activités calmes le soir, la lecture, la musique, méditation plutôt que les écrans. Donc, et puis, du coup, on va pouvoir voir effectivement sur des activités de méditation, écoute, ce qui peut exister. Alors, je vais vous montrer en fait donc et vous expliquer donc la fiche, à quoi elle ressemble. Donc, c'est de se dire d'avoir une fiche des repérages un peu comme les fiches de la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire à chaque fois, j'ai un élément, du coup, donc à chaque fois, c'est en cas de plainte de trouble du sommeil de la part du bénéficiaire, et donc de se dire, ben, l'intervenant du domicile, voilà, ça c'est un peu un résumé des éléments.
La première partie, la première feuille, c'est plus sur des signes, on va dire, de pathologie, comme du coup l'apnée du sommeil et puis les jambes sans repos. Quels sont les signes? Et du coup, je vais me dire, bah voilà, j'oriente sur le médecin, vers un centre du sommeil, bilan de prévention, des choses comme ça. Ensuite, on a plus les difficultés de santé qui peuvent jouer sur le sommeil. Troubles dépressifs, troubles anxieux ou une affection médicale mal contrôlée, comme si j'ai des douleurs, ça va potentiellement perturber mon sommeil parce que du coup, je vais être réveillée par ça. Donc, il faut déjà pouvoir jouer sur ces éléments-là pour avoir un sommeil réparateur. Donc là, c'est vraiment de se dire, bah, je repère les signes pour dire, allez voir votre médecin, allez voir du coup les personnes qui peuvent vous orienter. D'accord? Et en parallèle, il y a les explications sur les bonnes pratiques. Et donc là, la fiche, en fait, il y a une partie repérage des signes liés à l'âge. Donc effectivement, si la personne dit, bah, voilà, depuis quelque temps, du coup, ça y est, enfin, du coup, j'ai des difficultés à m'endormir, je sens que j'ai besoin de faire des siestes, mais du coup, voilà, qui ne parle pas forcément d'un état dépressif ou voilà, c'est vraiment une sensation d'évolution de sommeil, eh bien, il y a des conseils pratiques en face qui reprennent justement l'exposition à la lumière, les conseils en lien par rapport à la lumière bleue ou à l'aménagement de la chambre. Donc, il y a vraiment, voilà, comment je fais pour réguler, favoriser le rythme circadien. La partie d'après, donc les facteurs environnementaux, ça va être de se dire, ben voilà, entre la nuisance sonore, la chambre, les sources lumineuses, eh bien, qu'est-ce que je peux mettre comme conseil pratique en face? Limiter le bruit, privilégier la lumière plus chaleureuse le soir. Voilà, ça va être vraiment en face un conseil pratique par rapport à une situation. Donc ça, c'est en gros, voilà, quand je suis chez le bénéficiaire, ça permet du coup d'avoir les éléments en tête. Et puis, tous les éléments aussi concernant les habitudes de vie qui ne favorisent pas le sommeil. Je vois que c'est quelqu'un qui sort très peu. Du coup, c'est de pouvoir expliquer aussi, et ben voilà, la lumière du jour, elle est importante, et dès le matin. Je vois que le soir, il se fait un repas très lourd. Et bien, du coup, ça va être pouvoir expliquer, de dire, voilà, c'est mieux, effectivement, par rapport au sommeil, d'avoir un repas léger, mais avec un féculent. Voilà, c'est vraiment d'avoir des éléments très concrets pour échanger avec le bénéficiaire. Donc, cette fiche, ce sera la fiche téléchargeable que vous aurez. Vous aurez le replay sur le site et puis vous aurez la fiche. Alors, est-ce que j'arrive après? Hop, voilà. Et donc, les ressources sur les actions de prévention. Donc, d'abord, il y a le site Bien vieillir, je trouve mon activité. Donc, c'est ce site-là. Là, par exemple, j'avais tapé sur Lyon. En fait, on entre la ville, voilà, et en fait, on peut sélectionner des thématiques. Donc, on est plutôt sur rester en bonne santé. Et puis en fait, on va pouvoir regarder par liste ce qui est fait. Donc, en gros, il faut se dire que pour le sommeil, on a vu que ça pouvait jouer sur l'activité physique, on peut jouer sur l'alimentation, et puis en plus, on peut avoir des ateliers qui sont très concrets, directement liés au sommeil. Là, en fait, il n'y a pas très longtemps, il y avait encore des ateliers qui étaient vraiment en lien direct avec le sommeil. Et là, en fait, ils sont passés, donc c'est plus, par exemple, sur le bien bouger, bien manger. Mais voilà, c'est de se dire, ça peut vraiment être du coup un- un site qui permet de trouver des activités autour de chez soi. Et c'est peut être en présentiel et aussi en distanciel. Voilà. Et c'est des activités aussi gratuites. Donc, je pense que c'est un site que vous pouvez effectivement connaître. Mais voilà, c'est vraiment intéressant pour les intervenants à domicile de l'avoir en tête pour proposer aussi des activités vers l'extérieur pour la personne. Ensuite, il y a du coup le bilan prévention proposé par la CARSAT. Donc en fait, je vais aller sur la page pour vous montrer. Donc en fait, c'est un bilan de prévention. Donc c'est proposé à partir des 55 ans. Et en fait, ça permet de refaire un point de façon globale sur notre état de santé et sur nos préoccupations, la fatigue, la mémoire. Et du coup, c'est en fait un
psychologue qui fait du coup le point avec vous et qui va pouvoir avoir des entretiens téléphoniques et qui va pouvoir apporter des conseils, orienter vers des ateliers, des conférences, les professionnels. Donc il y a vraiment du coup une prise en charge globale et une orientation vers les services concernés. Ensuite, il y a le Happy Visio. Donc, Happy Visio, en fait, c'est un service qui est soutenu depuis 2016 par un grand nombre de partenaires. Il y a les collectivités locales, il y a les caisses de retraite, les prévoyances, les mutuelles. Et du coup, en fait, c'est un site. Donc là, je vous ai mis, par exemple, 2 ateliers. Donc, nous, en tant que partenaire on a un accès, en fait, avec un code qui est en fait différent en fonction de qui se connecte. Donc en gros, chaque bénéficiaire, ça peut être la caisse de retraite, ça peut être dans le cadre d'actions de prévention de la CARSAT, va pouvoir avoir des codes et qui donnent accès à des conférences ou des ateliers. Par exemple, là, vous voyez, il y avait, nous, on avait accès à dormir quand on a plus quand on a plus de 20 ans ou retrouver un sommeil de qualité avec des techniques simples. Celle-ci, elle a retrouvé le sommeil de qualité avec des techniques simples et c'est cet après-midi à 14h30. Donc, si jamais, voilà, ça peut être une prolongation, mais vous voyez, il y a vraiment euh, ce qu'on voit aujourd'hui, ça peut vraiment être abordé de façon très différente avec effectivement les solutions qui peuvent être faire partie du coup d'un webinaire juste sur une thématique complète d'1 heure. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas tout aborder, mais ça permet voilà, d'avoir les éléments d'orientation et en tout cas de repérage. Et puis ensuite, c'est le programme ICOP. Ça peut permettre du coup de faire le point sur la santé et puis si effectivement les troubles du sommeil en plus amènent du coup des difficultés de concentration ou des difficultés du coup autres au niveau de la santé, ça va permettre du coup de pouvoir le mettre en évidence avec du coup l'application et du coup de pouvoir amener cette question du trouble du sommeil. En fait, on a un repérage des altérations de 6 fonctions essentielles du vieillissement: audition, vue, bien-être psychologique, nutrition, mémoire, mobilité. Donc, ça va permettre à travers cet élément aussi de prévention et la passation du coup par le bénéficiaire d'aborder ces questions. Je vous ai mis du coup, donc Loïc, à chaque fois que j'aborde un thème, vous met des liens dans la conversation et notamment en fait sur le site là que je vous montre. C'est expliqué du coup très rapidement qu'est-ce que c'est que le programme ICOP et notamment aussi, en fait, je me renseigne par département. Donc, je vais mettre par exemple, enfin moi, si on met l'Isère, par exemple, on va nous dire qu'il va falloir s'orienter sur DigiCop. C'est une application qui est du coup sur notre département. Si on est dans le Rhône, ça va être ICOP Monitor. Donc, ça permet aussi d'avoir des informations par département. Voilà. Donc, voilà, ça vous permettra effectivement d'avoir un lien direct et de pouvoir du coup le transmettre aux intervenants. Et ensuite, on est sur la question des solutions. Donc, il peut y en avoir énormément. Donc, nous, on a privilégié en fait du coup certains types de solutions et notamment en fait donc j'ai contacté Benoît Germanos qui en fait est représentant de Somméo Solutions qui va pouvoir du coup parler du coup sur cette partie en tant qu'expert du sommeil. Eh bien, Benoît? merci beaucoup. Vous m'entendez? Tout le monde entend? Oui, je vous entends. Super. Eh bien, merci beaucoup et bravo pour cet atelier très complet. Donc, effectivement, ce qui vous a été dit, c'est beaucoup de choses sur la partie sommeil, détection et puis outils et puis conseils du quotidien. Et finalement, on a aussi des solutions qui peuvent être proposées aux personnes à domicile. Donc, moi, je distinguerais finalement globalement 2 grands types de solutions. Donc, on a des solutions qui sont de l'ordre de tout ce qui est évaluation ou diagnostic, et puis on a des solutions qui sont de l'ordre d'outils opérationnels, finalement. Donc là, par exemple, ce qui vous est présenté dans la colonne de droite, application mobile, vous avez l'application Canopé, avec un K, qui permet, après une évaluation et une analyse, de proposer un programme qui va, comment dire, conseiller. Ah, alors, vous m'entendez toujours? Parce que là, j'ai Oui, plus de oui, visuel, moi. oui. Ah Et oui, voilà. c'est que Ok. j'ai mis le site, pardon.
Pardon. t'ai dit. Donc, on a cette application Canopé qui propose ensuite un rythme, en fait, une amélioration du rythme. Ensuite, on a une application qui s'appelle Jardin Mental, qui est une application finalement plutôt centrée sur la partie santé mentale, mais on a vu, comme ça a été bien expliqué, que le sommeil a un impact très important sur la question de la santé mentale des personnes, d'ailleurs qu'ils soient retraités ou non, hein. Et donc, on a d'autres applications qui sont plutôt des applications de méditation, des applications de respiration, de cohérence cardiaque, par exemple, ou de relaxation musculaire, ou même de sophrologie, qui sont des choses qui se trouvent assez facilement quand on est voilà, en grand public, en personne individuelle. Alors, peut-être rapidement une présentation de nous, ce qu'on fait. Nous, on développe des solutions non médicamenteuses qui s'appuient sur des accompagnements sonores qu'on développe en partenariat avec des scientifiques et qui sont déployés dans différents contextes, soit des établissements de santé, soit on va dire l'univers du bien vieillir à domicile dans le cadre de programmes Oscar avec certaines CARSAT, mais aussi dans des environnements collectifs, donc résidence et autonomie ou EHPAD. Donc, rapidement sur notre solution, nous, on propose des programmes d'accompagnement sonore qui vont être de la lutte contre l'anxiété, de l'accompagnement à l'endormissement nocturne, de l'aide au rendormissement nocturne. Mais finalement, on va toujours servir la même idée, c'est ce qui vous a été dit dans l'atelier, ça va être servir l'apaisement, globalement, surtout en début de soirée, etc. Ça va être des activités calmes, donc que ce soit pour se relaxer le soir ou bien pour se rendormir en cas de réveil nocturne. Donc ça vous a été dit tout à l'heure qu'en cas de réveil, il ne faut pas forcément gamberger dans son lit, mais il vaut mieux assumer le réveil nocturne, se lever, boire un verre d'eau et puis faire une activité calme. Donc là, ça peut être la méditation, ça peut être la relaxation guidée, ça peut être la lecture, etc. Et donc finalement, l'idée, c'est vraiment d'avoir en tête que il y a différentes solutions qui sont proposées. J'espère que la nôtre sera conventionnée Oscar dans quelques mois sur votre région, ce qui n'est pas encore le cas, mais qu'on a aussi d'autres solutions qui ne sont pas directement digitales, qui peuvent être utilisées. Donc on a des solutions qui sont plutôt orientées vers l'accompagnement sonore et lumineux d'une pièce, par exemple. Donc ça a été expliqué tout à l'heure sur la question de la température de couleur des lumières, enfin l'intensité des ampoules, les ampoules connectées, etc. On a aussi la question du bruit blanc ou des sons de pluie ou de musique qui peuvent être apaisantes et qui peuvent faciliter l'endormissement. Donc ça, c'est pas uniquement accessible via des outils digitaux. Et puis, quand on parle de luminothérapie, on est un peu au-delà juste des ampoules connectées. On est sur finalement des lampes qui se posent sur une table souvent et qui sont face à nous, enfin face à l'utilisateur. C'est des lampes qui se trouvent en pharmacie très facilement. Alors, il y a certaines contre-indications qui sont assez rares quand même, mais qui peuvent exister. Donc, ça vaut le coup, évidemment, d'orienter le bénéficiaire vers son médecin. Mais c'est des temps voilà, qui durent à peu près 30 minutes et qui sont très bénéfiques sur à la fois le sommeil, parce que du coup, on va s'exposer à cette lumière à un certain moment de la journée, à savoir le matin. Donc, on va resynchroniser l'horloge biologique, les cycles, etc., ce qui vous a été dit tout à l'heure. Mais on voit aussi, alors on dépasse un peu le sujet du sommeil, mais ces éléments-là ont un impact, cette lumière-là, ces éléments de luminothérapie, ont un impact favorable sur les questions de santé mentale et de dépression. Oui. Mais d'ailleurs, comme beaucoup de choses qui a été présentées, parce que les symptômes dépressifs et les difficultés de sommeil sont très liés. Donc, on vous a parlé tout à l'heure d'activité physique, de lien social, s'exposer à la lumière du jour, etc. Tout ça, ça marche pour le sommeil, on va dire, mais ça marche aussi contre les troubles dépressifs, les troubles anxieux, etc. Voilà. Oui, c'est vrai que du coup, quand j'avais du coup recherché des études sur la luminothérapie, ils le mettent plus en avant effectivement sur le côté dépression, de changement de saison. Et effectivement, du coup, voilà, il y a les deux indications, un peu pour les dépressions au moment de l'automne, et puis de se dire, bah, voilà, pour la régulation effectivement de l'horloge biologique. Oui, effectivement. Et ce qui, voilà, tout est un peu effectivement lié aussi. Exactement. Globalement, c'est très difficile de dissocier les choses sur ces éléments de santé globale. L'alimentation, l'activité physique, le sommeil sont très interdépendants. Donc, voilà. C'est vrai qu'on associe beaucoup de nos ateliers manger-bouger
Voilà, on les met souvent. Mais c'est vrai que du coup, en fait, tout est lié entre le sommeil, l'alimentation, l'activité physique. Et voilà, tout est imbriqué. Et c'est vrai que du coup, voilà, il faut pouvoir avoir une information et faire de la prévention sur tous ces éléments, effectivement. Ouais. Merci Benoît. Merci beaucoup pour ce temps de parole. Ce qu'on voulait du coup vous faire passer comme message clé, c'était de se dire, dans un premier temps, de pouvoir repérer et orienter les signes de troubles de sommeil, les éléments aussi de l'environnement qui peuvent perturber. Et puis, il y a une partie orientation vers le médecin et puis clinique du sommeil. Et en même temps, en parallèle, il va falloir du coup pouvoir transmettre les conseils pratiques qu'on a pu voir sur l'environnement, sur l'éclairage, l'alimentation. Et en parallèle, on oriente vers des ressources telles que les acteurs de prévention, les professionnels. Effectivement, après, on parlait de méditation, mais ça peut être du coup dans les ateliers aussi trouver mon activité. Il y a des activités de sophrologie. Euh, c'est important aussi de pouvoir avoir des notions pour faciliter l'endormissement. Il y a vraiment aussi cette notion-là voilà, des professionnels du bien-être. Et puis, il peut exister les applications matérielles. Nous, on vous a parlé d'applications on va dire, qui sont reconnus par le ministère ou par les institutions. Après, effectivement, il y a plein de choses qui peuvent se trouver du coup dans le commerce ou sur les applications de téléphone. Je vous remercie. Donc, il y a donc là, j'ai fini pour aujourd'hui sur le sommeil. Donc, ça a permis du coup de finir dans les temps. C'est vraiment une thématique tellement large. J'ai l'impression d'y avoir passé du coup tellement de temps sur tous les éléments à prendre en compte. Et donc, j'espère que ça vous aura permis d'avoir une vision globale et de pouvoir avoir des éléments clairs pour les équipes. J'aimerais que vous puissiez, s'il vous plaît, répondre aussi au questionnaire que Loïc a mis en lien pour avoir vos retours. Et puis, du coup, pour pouvoir savoir effectivement directement vos impressions. Ce serait parfait, s'il vous plaît. Voilà. Donc, dans la semaine ou la semaine prochaine, je vais voir en fonction. Je vous remettrai le replay sur le site et je vous enverrai le lien avec du coup la fiche qui sera téléchargeable. Donc, si vous l'utilisez, ce sera avec grand plaisir du coup de pouvoir avoir des retours de choses comprises, de choses plus difficiles à comprendre pour pouvoir du coup avoir aussi une possibilité d'un retour sur ce qu'on a fait. Ce serait vraiment très intéressant pour nous. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions aussi? Du coup, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Loïc, du coup, va me les lire. J'ai effectivement pas rajouté ces éléments-là, mais effectivement, n'hésitez pas. S'il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez revenir, que ce soit du coup Benoît ou moi, qu'on puisse réintervenir, du coup, n'hésitez pas. Ou vous pouvez ouvrir votre micro hein, si vous voulez. Voilà, n'hésitez pas, le micro ou les commentaires si vous avez des éléments à ajouter ou à remarquer. J'ai l'impression qu'on a été très très clair. La question est claire, parfaite. Voilà, non. Merci de votre participation.